chef et cofondateur de cette revue Frustration. Et donc a été fondée en 2013, si mes renseignements sont bons. Mais quand même, tu es consultant en conditions de travail pour les représentants salariés. Ce qui t'a permis d'avoir des exemples très précis dans ce livre. Alors le livre s'ouvre sur une référence au Raisin de la colère de Steinbeck, qui a été publié en 1947, et dont un dialogue est proposé à la lecture, et celui d'un fermier contraint de quitter sa terre et de l'employé qui manie l'engin qui détruit la ferme. Alors la question que pose le fermier, qui est celle qu'on peut se poser quand on fait le constat de l'état de notre société et du travail des salariés, c'est qui est à l'origine du saccage. L'ouvrier du chantier de Steinbeck répond que c'est la banque, ce qui ne satisfait pas évidemment le fermier. C'est aussi la réponse qu'on nous fait quand on nous dit que c'est la finance qui est à l'origine de l'état de notre société, ce qui suppose qu'on n'y peut rien et que surtout ça nous dépasse complètement. Alors à partir de cet exemple, vous développez des arguments variés avec beaucoup d'humour. Moi c'est ce que j'ai particulièrement, enfin j'ai apprécié l'essai évidemment, mais toujours cet humour que vous employez qui fait un peu passer la pilule de la constatation absolument terrible. Et donc pour déjouer ce qui est souvent montré comme une fatalité, redonnant sa place, et ça c'est aussi très satisfaisant de mon point de vue, à la lutte des classes sans que ce soit un gros mot. Alors vous dénoncez aussi ceux qui ont participé à dissoudre ce concept et qui portent une réelle responsabilité. Ça donne un peu le ton de l'ouvrage. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être parler du titre d'abord. Pourquoi le titre? Pourquoi ce titre, Parasite? Bah, déjà, avant de parler du titre, merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis très content d'être à La Ciotat, puisque j'y suis passé la dernière fois. Mon train avait eu et un incendie et un incident voyageur. Bref. C'était compliqué. C'était sur le fameux Bordeaux-Marseille, qui est une ligne très délaissée par la SNCF, alors qu'elle est hyper précieuse, parce qu'elle permet de ne pas passer par Paris pour venir ici. Mais voilà, de plus en plus, il faut passer par Paris pour venir ici. Et j'avais du coup visité La Ciotat, et j'avais regardé le chantier naval, etc. Et ça m'avait inspiré deux choses, hein. C'est comment la cruauté de classes dominantes qui décident à un moment donné de fermer les chantiers pour faire construire des bateaux ailleurs et moins chers. Et puis cette même classe dominante qui ensuite est venue faire construire et réparer ces yachts, dont le niveau de démesure, j'avoue, la dernière fois je les avais vus, mais là je suis repassé devant et ça me laisse pantois, quoi. C'est-à-dire, des bateaux, c'est des scandales flottants. Oui, je pense que le terme est plutôt approprié. En tout cas, les plus gros d'entre eux inspirent des sentiments qui doivent être forcément mitigés, parce que c'est désarmant sur le plan écologique comme sur le plan économique. Comment des gens peuvent avoir autant d'argent pour avoir en fait un mode de vie aussi irresponsable. Et c'est vrai que du coup le contexte dans lequel j'interviens, pour moi c'est le contexte après une canicule terrible l'année dernière, au moment d'une réforme des retraites extrêmement injuste et qui est passée en force par la force des armes, hein, en fait. Et donc c'est dans ce contexte-là que je viens présenter Parasite et que je l'ai écrit. Je l'ai écrit en fait pendant cette canicule de l'été dernier, qui a été dévastatrice, notamment dans mon département, la Charente-Maritime, qui est normalement un département avec un climat océanique. Et voilà, c'est en train de changer. Et les autorités ne font rien pour que ce changement puisse être un minimum adapté. Mon département, c'est aussi celui où, au nord de ce département, vous avez les méga-bassines, qui est un projet lamentable sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique évidemment, c'est-à-dire concrètement la privatisation de l'eau, voilà où on en est. Donc c'est vrai que tout ce contexte-là me fait dire que, et c'est ce qu'on a toujours défendu à Frustration, c'est que face à des adversaires aussi déterminés et sans scrupules, au bout d'un moment, il faut accepter de dire les choses et les dire clairement et crûment. Et arrêter d'être poli. Parce qu'en fait, on l'a été. On est tous souvent des bons citoyens, on aime marcher pacifiquement, etc. Je pense qu'on a tous
cette appétence pour ça. On se dit tous qu'on va pouvoir régler les choses les plus civiquement possibles, mais face à nous, on a des gens qui sont prêts à tout détruire pour parvenir à leur fin. Et ces gens-là, du coup, on peut les appeler de la façon la plus crue possible, et d'où ce titre de parasite, qui était non seulement un titre qui, première chose importante pour moi, c'était le retournement de stigmates. Le parasitisme, l'assistanat, ce sont souvent des choses qui sont attribuées aux plus pauvres ou aux étrangers, ou les deux, parce que souvent les deux, voilà, ce sont les mêmes, pas que, mais quand même. Et en fait, les pauvres et les étrangers, c'est des gens que dans le débat public, on n'arrive pas, on peut qualifier de la pire manière sans que ce soit totalement acceptable, alors que ce sont des gens qui n'ont plus rien, qui traversent la Méditerranée et qui en meurent, etc. Et moi, je voulais, voilà, le credo à frustration, c'est retourner la violence qu'on inflige souvent à ceux d'en bas vers ceux d'en haut, parce que ceux d'en haut sont les vrais responsables. D'où cet objectif de parasite, ce titre. Et puis en fait, en le choisissant, c'était vraiment ce geste-là, un peu provocateur, mais en écrivant le livre, je me suis rendu compte que ça convenait parfaitement, même d'un point de vue scientifique, on pourrait dire. C'est-à-dire que le mot de parasitisme permet vraiment de qualifier ce qui se passe là. Et donc le livre est construit autour de différentes formes de parasitisme qui sont décrites. Le premier parasitisme, c'est le plus classique, on va dire, c'est le parasitisme économique. C'est-à-dire que le système capitaliste a permis à une classe sociale de s'enrichir sur le dos du travail des autres, en leur volant des portions de leur travail, que ce soit d'ailleurs dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, mais aussi dans le secteur associatif. Des gens qui se nourrissent du travail des autres, qui dégradent le travail des autres et pour augmenter leur taux de profit. Et actuellement, on est dans une période où il n'y a jamais eu autant de profits versés aux actionnaires des grandes entreprises françaises. Et derrière les grandes entreprises, c'est aussi les moyennes entreprises et petites entreprises qui subissent ce joug. Donc le parasitisme, c'est vraiment ça, c'est ce que décrivait Marx. Quand vous travaillez 1 heure pour quelqu'un qui possède votre usine, et ben, en fait, il y a, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes de ce travail-là qui ne vous sera pas reversé, mais qui servira à rémunérer les actionnaires. Donc ça, le parasitisme convient tout à fait, parce qu'un parasite, c'est quelqu'un qui se nourrit, enfin, voilà, si on prend la métaphore animale, hein, c'est quelqu'un qui se nourrit d'un corps, sans le tuer forcément, même si c'est pas très agréable, mais qui a besoin de lui pour survivre. Et ça, c'est très important aussi de considérer que la classe bourgeoise que je décris, on pourra revenir sur le sens de cette expression, mais c'est-à-dire ceux qui possèdent, et qui, parce qu'ils possèdent, dirigent, ne seraient rien sans nous autres. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est important sans de les faire mourir. Et sans... Parce qu'effectivement, il faut qu'ils continuent à servir. Bah oui. Alors bon, sachant qu'on le voit aussi, et je reprends toujours cette histoire de méga-bassine, actuellement il y a un manifestant qui est entre la vie et la mort, ce qui prouve bien qu'on est passé aussi à un stade où la classe dominante n'hésite pas à tuer, ou en tout cas à blesser, à mutiler. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs années. Sous Macron, la survie de la population n'est pas forcément un tabou. Et puis, il y a la question du parasitisme écologique, qui est quand même très importante aussi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se nourrissent des ressources de cette planète, qui sont des ressources limitées, qui les distribuent n'importe comment, qui n'ont aucune vision à court ou moyen terme de ce qu'elles deviendront, mais qui pomperont tant qu'ils pourront pomper. Et donc c'est le cas pour le pétrole, mais c'est aussi le cas pour l'eau. Et donc là, la métaphore du parasite convient parfaitement, je trouve même c'est ce qui convient le mieux pour décrire ce qui est en train de se produire. Et puis, le troisième type de parasitisme qui est pas mal développé dans le livre et qui est basé un peu sur mes expériences, notamment du monde politique, c'est le parasitisme politique, c'est-à-dire la façon dont cette classe bourgeoise se nourrit de nos institutions, fait corps avec elles, d'ailleurs le plus souvent, mais tout en prétendant en fait nous proposer une belle démocratie pour faire passer ses intérêts. Et la réforme des retraites, pour moi, est parfaitement cette illustration. La réforme des retraites n'a aucune justification d'intérêt général de quelconque manière. Par contre, elle a une justification d'intérêt particulier. C'est qu'en dégradant la sécurité sociale, on ouvre des tas de nouveaux marchés, parmi lesquels, dans le cas de la retraite par capitalisation, qui est un marché très lucratif, qui sera complètement inefficace pour l'ensemble de la population, qui est inégalitaire. Les pays qui l'expérimentent le voient bien, l'Allemagne notamment, mais qui permet à des entreprises privées de s'enrichir. Et la sécurité sociale étant une structure qui ne permet pas l'enrichissement d'actionnaires, ça reste une anomalie pour notre classe bourgeoise qui fait tout pour la raboter. Depuis qu'elle est mise en place. Depuis qu'elle a été mise en place, exactement. D'accord. Alors, en gros, le livre propose une définition de la bourgeoisie et de la sous-bourgeoisie, et la façon dont la deuxième sert la première. Et puis une deuxième partie, enfin pour aller un peu grossièrement, une deuxième partie avec peut-être des remèdes ou en tous les cas une description
de ce qui se fait maintenant pour contrer le travail de ces classes dominantes. Est-ce que tu peux développer ça? Bah oui, en fait, la classe bourgeoise, donc je la décris comme, d'ailleurs c'est pas moi qui l'invente du tout, ce sont ceux qui possèdent, donc ceux qui dirigent. Ils possèdent les capitaux. Et dans le cas de la France, où on a quand même une économie mixte avec une part étatique importante, ce sont ceux qui dirigent l'État. Les très hauts fonctionnaires, les ministres, etc. Et d'ailleurs, ce monde se confond, puisque vraiment, si vous regardez la biographie de n'importe quel de nos ministres actuels, ce sont des gens qui tantôt occupaient des positions dans le privé, tantôt dans le public. Je pense que pour eux, ça ne fait aucune différence. Et nous, naïvement, on a l'impression qu'il y en a une, mais il y en a de moins en moins. Et donc ça, c'est la bourgeoisie. C'est finalement assez peu de gens, quantitativement. Mais ce sont des gens de plus en plus riches. Là, j'ai vu que Bernard Arnault a encore eu des profits qui fait qu'il a 12 milliards de plus. Enfin, de toute façon, on a arrêté de compter à partir d'un certain moment. Dans le livre, je parle de quelqu'un qui, ça me tient à cœur d'en parler parce qu'il n'est pas encore assez connu, c'est Rodolphe Saadé, le patron de la CMA-CGM, voilà, qui ici a une influence grandissante, puisque c'est le premier employeur privé de Marseille, c'est celui qui a racheté la Provence, il a des ambitions aussi nationales, puisqu'il est en train de racheter le média en ligne Brut. Et c'est quelqu'un qui a vu sa fortune passer en un an de... alors, je ne sais pas si les chiffres sont exactement corrects, mais vous avez les ordres de grandeur. Il me semble que c'est de 6 milliards à 36 milliards en un an. Et on est en train de travailler pas mal là-dessus avec Guillaume, qui est la personne qui, à Frustration, s'occupe de la rubrique économique, qui est économiste. Et il est en train d'analyser les comptes de CMA-CGM. Et il m'a dit, j'ai jamais vu une augmentation de profit pareille. Pour la simple et bonne raison, et d'ailleurs CMA-CGM le dit à ses actionnaires, c'est qu'ils ont augmenté leurs tarifs comme pas possible. Ils ont augmenté de 1000% au moment de la reprise post-Covid, les tarifs du transport en porte-conteneurs. Et donc ces gens sont dans une position clé, dans une production mondialisée. Ils bénéficient de ce qu'on appelle la mondialisation, qui a été un ensemble de choix, comme vous le savez. Eh bien, ils ont simplement bénéficié de leur position monopolistique. Ils ont d'ailleurs créé une entente avec leurs principaux concurrents pour pouvoir unilatéralement nous imposer cette hausse de prix, qui fait que concrètement, la hausse de prix des transports maritimes, ça fait qu'actuellement, il y a des Français de plus en plus qui se privent d'un repas par jour de plus parce que les prix dans les supermarchés ou ailleurs sont devenus trop onéreux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, j'aime bien me dire qu'il faut toujours faire le lien entre nos expériences quotidiennes, par exemple faire ses courses et être estomaqué de ce qu'on paye à la caisse, et des personnes qui sont responsables de ça. Rodolphe Saadé est une des personnes responsables de ça. Et pour la première fois, d'ailleurs, pendant les manifestations contre la réforme des retraites, j'ai vu que la tour CMA-CGM, qui domine le port de Marseille, a été bloquée par les manifestants. Donc je me dis qu'il y a une prise de conscience aussi qui commence à être faite de « il faut s'en prendre directement à ceux qui nous oppressent ». Mais, et c'est la partie sous-bourgeoisie, ceux qui nous oppressent n'y arrivent pas seuls, parce que sinon ils seraient bien en difficulté, vu qu'ils ne sont pas si nombreux, encore une fois. Ils ont besoin pour ça de gens qui sont des exécutants, font en sorte de mettre en ordre le monde de façon à ce que leurs intérêts sont conformes. Moi, ce que je dis toujours dans les entreprises où je suis intervenu, que je ne peux jamais citer malheureusement à cause des déontologies que j'ai signées, mais j'essaie d'en parler sans citer les noms, d'entreprises du CAC 40 ou même de moyennes entreprises, bah, il y a les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les DRH, les directeurs financiers. Ça, c'est vraiment la courroie de transmission. Ce sont ceux qui sont les lieutenants du conseil d'administration. Et qui souvent sont intéressés financièrement, mais tout le temps, hein, dès qu'il y a un plan social, un plan dit social dans une entreprise, c'est-à-dire un plan de licenciement, souvent les DRH ont une prime, touchent une prime à la fin s'il n'y a pas eu de grève et s'il n'y a pas eu trop d'agitation, si on n'en a pas trop entendu parler. Donc vous voyez quand même là, c'est pas des capitalistes, parce que souvent, alors parfois ils sont un peu actionnaires de la boîte, mais c'est pas eux qui vont être actionnaires déterminants, mais on va dire c'est des lieutenants fidèles et fidélisés pour exécuter cette base besogne. Et puis après, il y a le deuxième groupe un peu que j'identifie, c'est, on va dire, la sous-bourgeoisie culturelle, au sens très large, ça va être tous ceux qui créent un climat idéologique favorable aux intérêts de la bourgeoisie, c'est-à-dire, concrètement, les grands journalistes, les éditorialistes, ça peut être des directeurs et directrices de maisons d'édition, ça peut être tous ceux qui font en sorte que la production culturelle, c'est-à-dire les canaux par lesquels on décrit la réalité sociale, ne parlent pas de la lutte des classes. Et on le voit, hein, d'ailleurs, c'est difficile de parler de la lutte des classes dans plein de contextes. Donc moi, par exemple, de temps en temps, je suis invité sur des émissions de télé, assez rarement, et surtout pas en ce moment, j'ai remarqué qu'ils ne m'invitent plus du tout, parce que la situation se tend. Donc ils se disent, on ne va pas faire venir le gauchiste fou de la dernière fois, mais j'ai bien vu comment sur ces plateaux, il est très difficile de dire certains mots. Bourgeois, on ne peut pas le dire.
Parler des riches, oui, mais attention, pas trop longtemps. Lutte des classes, c'est pas possible. Et donc, en fait, voilà, parce qu'il y a tous ces gens-là qui font en sorte que, globalement, cette réalité n'apparaisse pas. Et puis surtout, c'est les propagandistes du régime, quoi. Et là, je pense qu'il suffit d'allumer sa télévision sur n'importe quelle chaîne et vous voyez très bien de qui je parle. Ou allumer la radio n'importe quel matin, sur n'importe quelle chaîne également, et vous voyez très bien de qui je parle, c'est-à-dire des gens qui, et j'essaie de montrer, d'en décrire certains, contre tous les faits, c'est ça qui est fascinant avec cette classe sociale-là, c'est que tous les faits sont contre eux, globalement. Sur la réforme des retraites, c'est flagrant, c'est-à-dire que tous les économistes ont montré qu'il n'y avait aucune nécessité à cette réforme, et pourtant vous avez encore des gens qui, encore actuellement à la télévision, arrivent à vous dire yeux dans les yeux, cette réforme est nécessaire pour sauver les régimes de retraite. C'est quand même une sacrée prouesse, hein. Alors il faut une bonne dose de malhonnêteté, mais il faut aussi avoir beaucoup de personnel pour arriver à dire ça. Donc je dis toujours, voilà, faire la propagande du capitalisme, ça nécessite des moyens, parce que comme c'est toujours à l'inverse de la réalité concrète et vécue, bah, il faut des gens qui balancent, qui font... Alors du coup, j'ai filé la métaphore du parasite en disant c'est le bruit parasite. C'est-à-dire que on est tout le temps, on baigne dans un environnement idéologique où ces choses-là, ces choses fausses, sont répétées, mais elles sont répétées tellement de fois qu'elles finissent par s'imposer par répétition, et puis surtout par absence de discours alternatifs. Puisqu'évidemment, des canaux alternatifs, il en existe, mais ils ont beaucoup moins de puissance ou de poids. Et moi, c'est évidemment, avec frustration, c'est ce qu'on crée, c'est-à-dire nous, on a une parole différente sur médiatique, sur les réseaux sociaux, qui heureusement permettent d'ailleurs beaucoup en fait, de faire émerger cette parole alternative. Il y a d'autres médias qui font ça, mais évidemment, on n'a pas les moyens énormes des grands médias qui, du coup, eux, arrivent quand même à balancer, quoi. Et donc, face à ça, là, là j'ai parlé des méchants. Si on peut dire ça. Je voulais aussi que tu précises une autre chose. Moi, j'ai été particulièrement intéressée, parce que c'est drôle aussi, tu règles le compte aux gens qui ont réussi, enfin aux grands patrons qui sont faits tout seuls et qui, grâce à leur travail intense, sont finalement devenus, font partie maintenant des 50 familles les plus riches. Oui. Tu leur règles leur compte assez bien en parlant justement de l'héritage, de là où ils viennent, etc. Bah oui, parce que là encore, c'est les faits, quoi. C'est-à-dire que ces gens, ça me fascine, hein, se racontent des histoires sur eux-mêmes, ou en tout cas, on raconte aux autres, quoi. Sur la France, il n'y a aucun secret, hein. Tous les gens qui sont des milliardaires actuellement étaient des héritiers. Donc la question du travail là-dedans est très discutable, hein. Enfin, sauf si naître quelque part, c'est du travail, je sais pas. Mais a priori, non. Voilà. Oui, pour les mères, hein, évidemment. Mais là, je parle pour ceux qui ensuite viennent nous faire la leçon. D'ailleurs, les mères qui sont souvent invisibilisées, parce qu'on a aussi une bourgeoisie qui est très sexiste, très machiste. On a quelques figures féminines, mais extrêmement rares en réalité. C'est un système patriarcal, hein. C'est flagrant quand on regarde le classement des 500 plus grandes fortunes de France, qui est diffusé chaque année par le magazine Challenge, qui en parle toujours avec des étoiles dans les yeux. Donc moi, je ne le dis pas avec des étoiles dans les yeux, plutôt avec des flammes dans les yeux. Mais c'est toujours des hommes, c'est toujours des patriarches. Voilà, on est vraiment sur... Il n'y a pas de secret. Et donc, là encore une fois, aucun mystère, hein. Il y a le Financial Times récemment, alors journal ultra-capitaliste pour autant, qui avait sorti un graphique l'année dernière qui montrait que 80% de la richesse des milliardaires était héritée. Donc, ils ont beaucoup travaillé, il y a quand même 40% qu'ils avaient déjà à la base. C'est quand même pas mal, il y avoir 40%, sachant qu'on compte en milliards. Ça permet de faire des choses quand même, hein. Ça permet d'avoir des marges de manœuvre, hein, pour entreprendre. Donc, effectivement, moi j'adore, ce que j'adore faire, c'est prendre les récits officiels, aller regarder. Et là, le pire, c'est qu'il n'y a pas besoin de creuser très loin. En fait, il suffit de recouper des articles, il suffit de regarder les archives du Monde, etc., pour voir d'où vient leur fortune. Mais je suis toujours fasciné de la façon dont ces gens mobilisent ce récit-là, comme si ça les exonérait de quoi que ce soit. Et j'avais regardé l'année dernière, l'été dernier, il y a eu l'audition de Rodolphe Saadé au Sénat, parce que quand même, il y avait une commission d'enquête du Sénat disant pourquoi l'inflation. Bon, bonne question. Donc ils ont fait venir Rodolphe Saadé, qui venait d'augmenter ses tarifs de 1000%, et ce monsieur, plutôt que de répondre à la question, raconte l'histoire de son père, et alors, sortez les violons, nous raconte que voilà, il a fui la Syrie, il est parti de rien à Marseille, il avait un seul bateau, etc. Et moi je ne comprends pas pourquoi les sénateurs lui disent pas « Pop, pop, c'est pas le sujet, revenons à vos questions tarifaires ». Non, du coup ils sont là, ah, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux, mais quelle abnégation.
Et donc en fait, c'est complètement faux. Et pareil, hein, quand on regarde la biographie du père, alors là, je suis penché sur le père, alors non seulement, alors certes il vient de Syrie, etc., mais c'était déjà un très gros capitaliste syrien, il avait toute une histoire là-dedans, il n'est pas arrivé avec 2 valises et un canari dans une cage sur le port de Marseille, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais évidemment c'est ce qu'il raconte, hein. Arriver sans rien, alors il faut entendre, ces gens qui ont beaucoup d'argent, quand ils disent rien, souvent ça veut dire 1 million dans un compte suisse, hein. Mais pour eux c'est la galère évidemment, mais bon. Donc évidemment on n'a pas les mêmes ordres de grandeur. Mais nous quand on entend arriver avec rien, moi je l'imaginais avec sa valise à roulettes descendant d'un ferry quoi. Sans roulette, un carton. Un sac. Oui voilà, un sac, vous voyez, comme dans tous ces récits de migrants, voilà, sur le port de New York avec son béret, Oliver Twist quoi. Donc c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et comme je dis, quand on regarde l'origine de leur fortune, particulièrement en France, le contribuable y est toujours pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des entreprises privées qui sont tout le temps renflouées par l'État. Et donc je raconte comment voilà, ils ont fusionné, la CMA a racheté la CGM, la Compagnie Générale Maritime, qui était une entreprise publique, c'était celle qui avait fait le paquebot France notamment, et qui, juste avant sa vente à prix cassé, avait été renflouée d'1 milliard de francs par le contribuable. Hein. Donc c'était en 90, donc ça se trouve, vous avez vous-même payé pour cette belle opération, à l'époque où le père, hein, Jacques Sadet, était lié au RPR, faisait des apports de voix dans les dom-toms, enfin la totale, hein, une belle affaire de corruption, et qui a été classé sans suite parce que le carton d'archives que la police était venue chercher a disparu. Voilà, petit hasard de la vie. Et donc on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais ça c'est une histoire parmi d'autres, mais quand vous regardez n'importe quelle boîte française, et les Bolloré, et les Arnaud et tout, c'est toujours ça qui s'est passé. C'est toujours du rachat. Ces gens se sont considérablement enrichis dans les années 80-90 parce que c'était la grande braderie des entreprises publiques, et ils les ont repris. Donc en fait derrière nous, c'est nous qui avons payé tout. En ce moment, il y a le scandale des sociétés d'autoroutes incroyables, payées, construites par le contribuable, par l'État, bradées. Maintenant, ils se font des profits tellement indécents dessus que même des partis centristes disent qu'il faudrait quand même, peut-être qu'on pourrait réfléchir à nationaliser, parce que c'était quand même pas ce qui était prévu initialement dans le contrat. Oui, mais vous doutez bien que le contrat avait été hyper mal fait, parce que tous ces gens sont potes. Donc, très important toujours quand on nous amène un récit officiel, évidemment, d'aller regarder. Et Internet permet ça quand même. Internet a permis de démocratiser le fait d'aller regarder de plus près ce qui se passe. Wikipédia est pas mal là-dessus parce que, comme c'est collaboratif, il y a beaucoup de gens qui apportent de la nuance, etc. Et donc on arrive finalement à savoir quelle est la vérité du parcours. Et la vérité du parcours, ce n'est jamais des gens partis de rien. Et même dans la situation des États-Unis, qui est le pays des self-made men, soi-disant, vous avez un livre très intéressant qui est sorti à la découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Le mythe des entrepreneurs », le mythe de l'entrepreneur, de Anthony Galuzzo, qui est sorti à peu près en même temps que le mien, et c'est intéressant parce que lui, c'est les États-Unis son terrain, et moi c'est plus la France. Et alors là, moi j'ai découvert que même des gens, on nous dit, c'est juste des gens qui ont une bonne idée dans leur garage, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Ni pour Bill Gates, ni pour Steve Jobs, ou alors il faut imaginer la taille du garage, quoi. C'était vraiment... Donc ces types-là, en fait, sont nés au bon endroit, avaient des parents qui ont investi parce que c'était des banquiers d'affaires, enfin... Et ce qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, ce récit a vraiment, pour le coup, très infusé dans la population. On appelle ça le rêve américain, quoi. Alors qu'en fait, il est encore plus dur de s'élever socialement aux États-Unis qu'en France. Donc vous voyez la force du mensonge, quoi. C'est-à-dire que même dans un pays où la reproduction sociale est extrêmement forte, aux États-Unis, il n'y a pas de hasard. En France, on peut dire qu'il y en a un peu plus parce que vous avez un système éducatif et vous avez justement la sécurité sociale qui fait qu'on peut... Mais aux États-Unis, vous êtes pauvre, vous le restez, voilà. Et pourtant, ce récit arrive à s'imposer dans toutes les couches de la population parce qu'il est extrêmement mobilisé par toute cette propagande. Et donc, moi, dans le livre, j'ai voulu vraiment tordre le cou à des trucs que j'entends tout le temps à la télé, et même beaucoup dans les conversations quotidiennes, que ça s'infuse, qui est un peu genre, ils ont beaucoup travaillé pour arriver là. Bah non, c'est faux, enfin pas plus que vous et moi, finalement. Ils créent de l'emploi. Là, on pourra en parler des heures, mais non et non. En France, ils ont surtout détruit des emplois, ou alors ils ont transformé l'emploi. Hein. Ouvrir une zone commerciale et faire fermer les centres-villes, c'est créer de l'emploi, hein, mais c'est aussi en détruire énormément, et bien plus. Donc ça, c'est des mythes très importants. Mais voilà, ces gens-là arrivent à avoir toujours le beau rôle, parce que derrière, il y a des gens qui leur donnent, quoi. Et donc moi, j'essaie de casser ça, effectivement avec humour, parce que c'est important, parce que l'humour donne de la force aux propos, et c'est important de ridiculiser ces gens-là aussi. Il ne faut pas se laisser impressionner par eux. Moi, je dis vraiment, faut les ridiculiser, il faut les mépriser. C'est vraiment des petites personnes. Enfin, moi, je dis que quelqu'un qui est capable de raconter autant de salades sur soi-même, ça serait un de vos amis, vous lui diriez, mais redescends. Voilà, mytho, gros mytho. Voilà, ça serait des mythomanes, quoi. On les mépriserait. Bah, il faut faire pareil avec notre classe dominante. Parce que sinon, on est tétanisé, quoi. On se dit, c'est quand même des gens qui... Bah non. Voilà.
Alors après, il y a une grande partie qui est réservée à la description du travail salarié, avec un exemple que tout le monde connaît, qui est la télécommunication. Ouais, France Télécom. France Télécom. Et aussi, alors après, finalement, une espèce de constat que le syndicalisme fait plus son boulot et qu'il y a aussi une espèce de mise en place de ce qu'on appelle le quiet quitting, qui est très en vogue chez les plus jeunes salariés. Ouais, j'aimerais bien que tu développes ça. Oui, l'idée déjà c'était un peu de... Donc le livre c'est toujours lié par une situation globale, des riches qui nous dominent, qui dominent la politique, et puis rattaché à des situations quotidiennes et vécues, que moi j'ai pu voir du coup comme consultant en conditions de travail, donc pour les représentants du personnel. Moi on peut dire que j'ai un regard biaisé parce que j'interviens toujours dans des boîtes où ça se passe mal, mais parfois même des boîtes où on me dit que ça se passe bien. D'ailleurs, il y a une réorganisation, il faut un changement de logiciel, les syndicats ont le droit de contre-expertiser ça, donc ils nous font venir et nous on fait des entretiens avec des sociologues du travail, des psychologues du travail, et on essaie de voir quel est l'état de la santé au travail dans cette entreprise. Et comme partout, hein, partout, moi j'ai pas vu une seule entreprise où ça allait bien, c'est-à-dire j'ai vu des gens qui se faisaient marcher dessus au travail, qui finissaient par faire des dépressions, des burn-out, etc. Les études le montrent, les gens vont de plus en plus mal au travail, et donc c'était important de lier ça à la situation générale. Et la situation générale, c'est que si les gens vont de plus en plus mal au travail, c'est qu'on a des organisations de plus en plus pathogènes, et elles le sont parce que la quête de profit maintenant, c'est logé dans le moindre interstice du travail. Le moindre aspect du travail est de toute façon analysé, quantifié par justement d'autres consultants, cette fois-ci, pas ceux qui travaillent pour les syndicats, mais ceux qui travaillent pour le patronat, qui vont faire en sorte de trouver toujours la façon de faire travailler les gens plus et de les rendre plus productifs. Donc ça crée des politiques complètement inhumaines. Et donc effectivement, l'exemple de ça a été France Télécom, une entreprise publique qui devient de force une entreprise privée, et dont on cherche à se débarrasser des gens qui n'avaient pas la bonne mentalité, c'est-à-dire en fait des gens qui avaient une mentalité de fonctionnaire, c'est-à-dire des gens qui avaient le sens du service public, qui voulaient bien faire leur travail, etc. Tous ces gens-là, il fallait les dégager. Et le patron avait dit lui-même, Didier Lombard, je dis toujours son nom, c'est important de dire le nom de criminel, polytechnicien, imbu de lui-même, etc., avait dit à une réunion de cadre, il faut les virer par la porte ou par la fenêtre. Et ça, ça a conduit à des dizaines de suicides. Voilà. Alors après, la justice, maintenant, le procès a eu lieu, la défense a été très forte, et ils ont quand même développé la notion de harcèlement institutionnel, donc j'espère que ça fera un précédent, c'est-à-dire harcèlement institutionnel, c'est comment une organisation elle-même décide d'harceler ses salariés pour arriver à ses fins. Là, la fin, c'était de faire partir des gens qui avaient des statuts trop... voilà, plutôt que de les faire partir en les licenciant, ce qui aurait été compliqué, on les fait partir en les mettant en dépression, et puis du coup, le dommage collatéral, c'était le suicide. Donc on en est quand même là, c'est pour ça que quand on dit d'ailleurs un parasite qui... Le parasite ne veut pas toujours tuer le corps dont il se nourrit, mais parfois si, parce que parfois c'est nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de France Télécom. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans de très nombreuses entreprises, c'est-à-dire j'ai vu des gens brisés par le travail, qui concrètement, au milieu de leur vie professionnelle, n'étaient plus en capacité de travailler. Et tout ça, c'est lié à ces choix d'exploitation très forte, qui est de dire, nos marges de manœuvre dans les entreprises en France, c'est de faire baisser le dit coût du travail. Alors évidemment, il ne faut pas dire, nous, de notre point de vue, il faudrait dire le prix du travail, parce que le travail a un prix, pour eux c'est un coût, ils veulent le diminuer. Et concrètement, on arrive à ces effets-là. Alors je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais c'était sur... Alors, c'est pas grave. Ah oui, pourquoi on s'en sort pas si bien ? Parce que là tu parles d'un surplus de travail qui fait que les gens craquent. Ouais. Les conditions de travail qui sont mauvaises. Mais il y a aussi la perte de sens. Voilà. Tu parles assez abondamment. J'ai essayé de faire un chapitre qui était un peu les symptômes de tout ça. Ouais. Et parmi ces symptômes, il y a... En fait, j'ai essayé de trouver dans les discussions quotidiennes ce qui revenait tout le temps. Et il y a l'impression d'avoir un travail qui n'a pas de sens. Et ça, c'est lié au fait que justement, dans ces nouvelles méthodes de management, on empêche les gens de trouver leur sens. Parce que s'ils se mettent à trouver leur sens, et s'ils se mettent à être un peu trop enthousiastes, ou s'ils se mettent un peu spécialistes d'une tâche, ils vont devenir un peu dangereux, ils vont se mettre à revendiquer, ils vont prendre de l'assurance. L'idée, c'est toujours de saper la confiance des salariés, évidemment. Et donc, moi, j'ai vu des entreprises, c'est hallucinant, il y a des termes, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Parfois, on accuse des salariés de faire de la surqualité. La surqualité, c'est quand vous faites trop bien votre travail.
Voilà, donc c'est fou parce que les gens ça les rend fous, parce qu'ils se disent attendez, mais moi je fais les choses bien, et en fait on me demande de les faire moins bien, bah, c'est de la surqualité. L'idée c'est de mal faire son travail. Et ça je l'ai vu dans toutes les boîtes, notamment beaucoup dans les entreprises publiques et les administrations, où en fait on demande aux gens d'arrêter en fait de faire du service public, faites autre chose, faites du flicage, etc., mais faites pas du service public. Donc bon, les effets sont terribles, mais surtout, ça crée cette perte de sens, et moi ce qui m'intéresse un peu après c'était de voir quels en étaient les symptômes. Donc quand on parlait du quiet quitting, alors ça c'est intéressant parce que c'est une notion qui a été développée sur le réseau social TikTok. Le réseau social, vous avez essentiellement des moins de 25 ans, donc c'est normal si vous n'en êtes pas familier, moi-même j'en étais pas familier parce que c'est un réseau hyper basé sur la vidéo. Mais ce qui était passionnant, et moi du coup je m'y suis plongé et c'était génial, c'est qu'en fait on voit des gens qui face caméra racontent comment ils essaient d'en faire le moins possible au travail. Et que si on les traite comme ça, eh bien ils vont en faire le moins possible, ils vont mettre en place des stratégies, et voilà mes conseils pour en faire le moins possible. Ça je trouve ça génial. Ça c'est vraiment un mode de résistance individuelle qui en fait ressemble à ce qui était prôné dans le mouvement ouvrier au début du XXe siècle, qui était le sabotage. Le sabotage, c'était pas seulement détruire la machine comme on imagine toujours, mais ça vient du sabot. Alors il y a deux explications, soit c'est vous lancez le sabot dans le rouage pour le briser, soit en fait vous traînez des sabots, quoi. Le trait de savate, quoi. Et alors, le quiet quitting, c'est ça, c'est traîner les pieds pour tout faire, prendre des pauses longues, etc. Et je trouve ça génial, parce que c'est vraiment un mode de résistance individuelle que de dire on me parle mal, on me méprise, etc. Donc, je vais pas faire ça. Je vais faire autrement, je vais aménager. Et j'en voyais un, là, il y a un type sur TikTok qui disait, moi, ah non, mais moi on me donne pas des ordres, on me demande des tâches. Et ça, je trouvais ça génial. Le type, il a 22 ans, quoi. Et je me disais, ah bah il a déjà tout compris. Alors que moi, comme un idiot, pendant des années, j'ai trimé à accepter qu'on me donne des ordres, quoi. Et à mal le vivre, évidemment. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est la partie qui rend espoir. Donc ça, on va vers la dernière partie du bouquin. C'est de voir que, bah, ce qui est très bien, c'est que malgré tout le tableau que je vous ai dressé, qui ne vous a certainement pas échappé, bah, malgré cette débauche de propagandistes, malgré cette débauche d'éditocrates, de consultants, etc., bah, les bourgeois ne sont pas satisfaits de nous, ils ne sont pas contents. D'ailleurs, sur la réforme des retraites, ils ne sont vraiment pas contents. C'est-à-dire que pour eux, ils voulaient que cette réforme elle passe comme une lettre à la poste, comme toutes les autres, et là, les gens continuent d'être contre, ils sont de plus en plus contre, alors même que vous avez des éditocrates qui, tous les soirs, vous disent qu'il faut être pour. Donc ça ne marche plus, ça ne marche plus. Et dans les entreprises, c'est pareil. Moi, à chaque fois que j'interviens dans une boîte, en fait, s'ils font une débauche de réorganisation permanente, c'est qu'ils sont toujours pas contents. C'est-à-dire que les salariés sont toujours pas assez dociles, ils persistent à vouloir bien faire leur travail, ils persistent à vouloir être solidaires entre collègues, ils persistent à vouloir défendre leurs droits, et ça les rend fous. Donc moi, dès que je viens dans ces boîtes-là où ils font des réorganisations, je me dis toujours, bon bah, globalement, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ont toujours un nouveau logiciel de contrôle à mettre en place, et puis ça ne marche jamais, parce qu'en fait, les gens ne sont pas dociles. Et en France, la plupart des gens, en fait, sont anticapitalistes. Quand on regarde les sondages, les gens ne croient pas que le système capitaliste soit le meilleur, et puis face au changement climatique, les gens ne croient pas que le capitalisme soit le plus à même de nous éviter ça. Bon, ce qui est un raisonnement parfaitement rationnel. Il n'y a que des bourgeois pour croire l'inverse, évidemment, parce qu'eux, ils ont un biais de confirmation qui est que, bah, eux, ils ont de l'argent à se faire, donc si ça pouvait continuer à se faire dans ce cadre-là, bah, ils continueraient, quoi. Donc, ça, c'est quand même, pour moi, Parasite, c'est un livre optimiste, c'est-à-dire qui fait un constat dur, mais qui, c'est-à-dire que moi, je pense que leur surparasitisme les tue. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de l'histoire où ils étaient moins visibles, ces gens-là. Aussi parce on les avait bien jugulés, enfin je dis on, mais moi j'y étais pas, mais il se trouve que de 36, 45, 68, c'est toujours des moments où les bourgeois ils ont été ramenés à terre. C'est pour ça qu'ils sont très fâchés, c'est des gens fâchés, ils sont fâchés contre les Français parce que ça s'est pas bien passé. Et d'ailleurs dans tous les pays du monde ils sont fâchés parce qu'il n'y a aucune population qui laisse vraiment passer ça. Et même aux États-Unis en ce moment vous avez des mouvements de grève qui sont extrêmement importants et victorieux. Vous avez des cheminots américains qui ont obtenu des augmentations de salaire de 20%, des enseignants des augmentations de 15%. Pour moi, paradoxalement, les États-Unis, qu'on imagine être comme le paradis capitaliste, est en train de devenir un pays extrêmement syndicalisé, avec des syndicats qui ne font pas dans la dentelle. Hein. C'est-à-dire, eux, ils ne se contentent peut-être pas de manifester, c'est-à-dire qu'ils menacent directement de faire grève, et puis ils y vont, quoi. Donc, dans tous les pays du monde, c'est en train de péter de partout, parce que, à mon avis, ils sont allés trop loin. Voilà. Et c'est le syndrome du yacht. Ces yachts sont beaucoup trop grands. Personne ne peut accepter ça. Et je pense que personne, même quelqu'un le plus de droite possible, disons, vous le mettez face à ce yacht, vous lui demandez est-ce que tu trouves ça normal, un truc qui fait genre, je sais pas combien d'étages il y a dans ce truc, un truc qui va aller au large, dans lequel ils passeront qu'une semaine par an, qui rallieront par hélicoptère, personne ne peut justifier ça. Et donc je pense qu'on est arrivé au stade où les choses sont trop importantes, trop visibles, et quelque part ils ont péché par orgueil.
C'est-à-dire que ces gens sont persuadés que nous, on est des nuls. Moi, vraiment, je l'ai vu, les PDG d'entreprises du CAC 40 que j'ai pu rencontrer, enfin de filiales, hein, moi, j'ai jamais vu les boss, j'ai jamais vu Patrick Pouyanné, par exemple, mais j'ai déjà vu des gens qui bossaient pour lui. Eh ben, ils sont imbus d'eux-mêmes, parce que dans leurs écoles, ils se répètent qu'ils sont les meilleurs, mais du coup, ça finit par leur jouer des tours. Parce qu'ils oublient toujours qu'en face, ils ont des gens qui pensent aussi, et qui ne sont pas bêtes du tout, qui sont d'ailleurs souvent plus intelligents qu'eux. Et en ce moment, par exemple, la réforme des retraites, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés de nous envoyer à la niche il y a 2 mois. Je me souviens, il y avait un éditocrate là, qu'on voit partout maintenant. Il y a un mec complètement débile, qui s'appelle Olivier Babot. J'aurais dû en parler dans mon livre. Ouais. Et ce type, il est sur tous les plateaux, il est invité tout le temps. Parce qu'il faut voir que s'ils sont invités tout le temps, c'est qu'ils sont tout le temps disponibles aussi. Hein. Ils sont, un copain qui travaillait dans la programmation des émissions de télé, ils appelaient ça les déjà dans le taxi. C'est-à-dire qu'au moment où vous les appelez, ils ont déjà pris le taxi. Ils ont que ça à faire, ils travaillent pour des instituts patronaux qui de toute façon les payent pour aller sur les plateaux. Toutes les émissions en France nationale sont quasiment tournées dans le 15e et dans le 16e arrondissement de Paris. Or, ce sont des gens qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris, donc ils y vont. Ils sont là-bas, c'est à 2 pas, je passe. Et ce type-là, moi ça me fait marrer, parce que en fait c'est un mec qui passe son temps à dire des trucs qui s'avèrent être faux, donc j'aime bien le regarder. Et en janvier, il disait « La mobilisation contre la réforme des retraites ne prendra pas. En mars, on aura tous oublié ça. » C'est quand même assez drôle. Le mec est censé être essayiste, il essaye quoi. Il essaye, ça marche pas. Est-ce qu'on peut revenir au syndicalisme? Alors, le syndicalisme, ce qui m'a frappé... En fait, on se demande quand même comment ces gens peuvent encore mentir tout le temps, et que finalement ils sont toujours en place, et le système se perdure, et les petits bourgeois travaillent pour les grands, et la classe laborieuse est toujours au labeur. Ah bah oui, ça c'est vrai au moins depuis 2 siècles. Alors du coup on se dit toujours comment ça tient. Alors ça tient pour toutes les raisons que j'ai dit jusqu'avant, et puis ça tient sur l'absence de réponse proportionnée à ce qui nous arrive. Et quand je dis proportionnée, je dirais là plutôt bien proportionnée, parce que là il serait temps de passer à la vitesse supérieure. Alors il y a plusieurs analyses à faire, c'est-à-dire il y a eu des moments dans notre histoire où les classes laborieuses étaient plus pugnaces parce qu'elles étaient organisées dans ce sens-là. Et puis les choses se sont un petit peu amollies et ça n'aura échappé à personne. Hein. Quand on voit ce qui est devenu le parti fondé par Jean Jaurès quand même, la SFIO qui est devenu le Parti Socialiste, etc., on comprend une partie du problème quand même. Hein. C'est-à-dire que ils ont aussi réussi parce qu'ils ont eu des alliés dans notre camp, qui en fait n'étaient pas dans notre camp. Et ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais pour moi, c'est quand même une grosse partie d'explication, et il serait temps de tirer aussi des bilans de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, tout en prétendant nous défendre, sont allés beaucoup plus loin, d'ailleurs, dans le sens des intérêts de la bourgeoisie, en disant que c'était les nôtres. Donc on a quand même été dupés comme ça pendant 30-40 ans, très très massivement. Et puis, alors, au niveau du syndicalisme, c'est plus compliqué, parce que moi, en fait, j'étais toujours surpris quand j'ai commencé ce métier où je bossais par les syndicats. Moi, j'avais une vision un peu stéréotypée des syndicats. Je me disais, c'est des types, ils vont être avec des mégaphones, ils vont... Et en fait, non. J'ai eu plutôt des gens très très sages, voire trop sages, qui, pourquoi ils étaient devenus si sages? C'est parce que, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est comment l'organisation de l'entreprise a favorisé le dialogue social, la notion la plus piégeuse qui soit, c'est-à-dire cette idée qu'il faut tous se mettre autour d'une table et discuter. Et les syndicats dans les entreprises passent leur temps maintenant en réunion avec la direction, à faire une commission de ceci, une commission de cela, etc. Avec toujours cette illusion que le dialogue va payer. Et devinez quoi, ça ne paye jamais. Parce que dialoguer quand vous n'avez pas de rapport de force, juste à la fin vous dites oui. Et ça, tout le monde l'a vu. Hein. Et c'est fait que par moment, même vos syndicats ne sont pas forcément vos alliés quand vous êtes dans une entreprise où vous avez des problèmes parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues et qu'ils ont des liens à conserver. Alors évidemment, je dis les syndicats, et tout le monde sait qu'en France, il y a des nuances de syndicats qui n'ont rien à voir. Et qu'il y a des syndicats qui sont beaucoup plus proches de ce que je dis là que d'autres. Mais moi, quand même, ça m'a frappé de voir la relative inefficacité du syndicalisme et du coup son impopularité, puisqu'effectivement, en France, les salariés sont très peu syndiqués. Ils sont beaucoup plus syndiqués ailleurs, mais aussi parce qu'ailleurs, par exemple en Allemagne, il y a un très, très fort taux de syndicalisme, mais concrètement, quand le syndicat de la métallurgie en Allemagne menace d'une grève, le gouvernement et le patronat lâchent tout. C'est pas le cas chez nous. Donc, j'aurais des leçons à tirer de ça. J'ai pas de remède miracle. Parce que le rapport de force n'est pas créé. Il n'est pas créé, il n'est pas voulu, et je dirais même il y a une perte de la culture du rapport de force. C'est-à-dire moi, je suis toujours, quand j'ai des syndicalistes en expertise, en fait, ils s'attendent souvent à ce que notre rapport, qui est accablant,
va suffire à faire prendre conscience à la direction qu'elle fait du mal. Mais moi, je les ai rencontrés à la direction, je sais très bien que c'est des gens qui n'ont rien à faire, de mettre telle assistante de direction en burn-out, de faire en sorte que tel technicien n'ait plus de sens au travail. Tout ça, notre rapport le montre, mais eux s'en tapent. Parce qu'en fait, derrière, ils ont des actionnaires qui... Et donc, à chaque fois, on leur dit, quoi, mais non. En fait, il ne suffira pas de leur dire la vérité. La vérité s'en fout. Encore une fois, la bourgeoisie va tout le temps à l'encontre de la vérité. Puisque voilà, son règne est un mensonge. C'est des gens qui, dès leur naissance, on leur apprend des cracks, hein, globalement. Ils racontent n'importe quoi. On leur raconte n'importe quoi, d'ailleurs. Ce qui explique pourquoi ils se montent la tête eux-mêmes. Hein. Mais du coup, il ne faut pas espérer les raisonner. Et donc moi, vraiment, ce livre, c'est aussi « N'espérons pas les raisonner ». Ça ne marchera pas comme ça. Ça veut dire que pour obtenir des choses, il faudra mettre des choses dans la balance. Donc leur faire peur. Donc leur faire peur dans une entreprise, très concrètement, ils ont peur de la grève, hein, globalement. Mais du coup, c'est être capable de mettre en place une grève. Et puis le monde du travail a quand même changé. Et ça, c'est peut-être un truc que les grands syndicats n'ont pas toujours pris en compte. C'est-à-dire que moi, effectivement, je viens d'une génération, je me méfie toujours du terme de génération, mais moi, de fait, finalement, je ressemble pas mal aux gens autour de moi. C'est-à-dire que je suis pas resté plus de 2 ans dans la même structure. Aussi parce que j'ai trouvé ça invivable et j'ai passé mon temps à changer de boulot parce que je n'en pouvais plus. Et autour de moi, les gens font ça, c'est sport national. On en est à prendre des verres pour fêter nos démissions. Voilà, c'est devenu notre... Et c'est toujours des moments assez joyeux. Mais du coup, bah, c'est plus pareil. C'est-à-dire que j'imagine qu'on est des mauvais syndiqués. Parce que du coup, on reste pas longtemps. Du coup, les syndicats n'ont pas forcément envie de s'impliquer auprès de gens qui ne vont pas constituer leur base, etc. Mais en même temps, toute cette main-d'œuvre qui ne cesse de changer, toute cette main-d'œuvre qui se précarise aussi, hein, de nos jours, une grande partie des embauches sont faites sur des contrats courts, sur de l'intérim, c'est vrai qu'elle est plus facile à syndiquer. Donc ça veut dire qu'il faut complètement repenser nos modes d'organisation. Non, mais la flexibilité qui est imposée aussi par le capitalisme, ça ne favorise pas le syndicalisme. Exactement, mais c'est vrai, hein, tout ça a été favorisé par le syndicalisme, mais par le patronat. Donc c'est pas dire que c'est la responsabilité des syndicats, mais par contre ça veut dire que maintenant il faut s'adapter. Les choses sont là, quoi. C'est-à-dire qu'on a cette main-d'œuvre-là, la classe laborieuse elle est comme ça, et donc du coup ça nécessite de s'adapter à ça dans nos formes d'organisation, aussi bien politiques que syndicales. Alors avant de parler un tout petit peu de la fin, parce qu'on ne va pas raconter la fin de l'histoire, mais moi je voudrais revenir un tout petit peu en arrière quand tu parles de la sécurité sociale qui a donc socialisé ce moyen de santé, de retraite et de santé. Et je signale qu'on pourrait faire la même chose avec l'alimentation, avec l'éducation, la culture, avec tout ça, avec la culture. Et je me demandais pourquoi Friot, il n'était pas dans ton bouquin, jamais. Il n'y est pas du tout? Non. Ah bah alors c'est une erreur. Ouais. Parce que, effectivement, c'est un penseur hyper important de ce que ça pourrait être l'extension de la sécurité sociale. Et du coup, c'est super inspirant comme modèle. Et nous, on en parle souvent dans frustration en disant au moins c'est quelque chose qui est proposé sur à quoi pourrait ressembler. C'est un modèle déjà existant, quoi. Mais du coup, c'est un modèle qu'on critique. Comme tout modèle, c'est intéressant de critiquer. Avec notamment cette idée que derrière, il ne faut pas reproduire des hiérarchies. Moi, je suis très. Je pense que la hiérarchie nous nuit beaucoup. Mais du coup, l'idée, c'est aussi comment on devient plus libre dans notre travail. Donc ça, c'est un aspect dont il ne parle pas forcément, parce que lui, il parle de comment on socialise. Moi, je me dis toujours, socialiser l'économie ne suffira pas, par exemple, à mettre fin à la violence au travail, au rapport hiérarchique. Il faut aussi penser ça, c'est-à-dire comment on reprend le contrôle de notre travail, et pas que de notre travail d'ailleurs, hein, de tous nos outils quotidiens, et d'arrêter d'être sous le joug de quelques personnes qui pensent savoir à notre place ce qui est bon pour nous. Voilà, ça c'est l'autre partie du truc sur lequel il faut travailler, je pense. Et puis par rapport aux élections aussi, tu es assez rentre-dedans. Mais en fait, on comprend, puisqu'on a très peu de représentants, finalement, à l'Assemblée nationale, par exemple. Il y a beaucoup plus de cadres et de professions libérales que d'ouvriers et d'employés. Ah oui. Et ça m'évoque, moi, une petite vidéo assez ancienne qui s'appelle Mousseland, que vous connaissez peut-être. Et qui est complètement extraordinaire, qui est l'histoire du pays des souris. Et ils ont un chat comme représentant. Et donc ça va pas du tout. Donc le chat est noir, donc ils en élisent un blanc, puis un noir et blanc, puis un tigré, puis un tacheté, puis tout ça. Et ça marche jamais. Et donc il y a une petite souris qui dit j'ai une idée, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on élise une souris. Et là, on la met en prison.
C'est pas une bonne idée. Donc c'est un peu ça qui nous arrive, quoi, quand même. Hein. Bah, moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, effectivement, c'est un parlement de chats pour représenter des souris. Et je dis ça alors que j'adore les chats. Mais c'est pas le problème des chats. C'est vraiment ce qui se passe. Moi, je les ai vus voter la majorité à l'époque macroniste, voter la réduction du droit du travail, la réduction du budget de la Sécu, et le sourire aux lèvres, quoi. C'est-à-dire que vraiment, eux, c'était enchanté. Ils pensaient à toutes ces opportunités que ça allait créer pour eux et leurs amis, et leurs parents, et leurs frères, et leurs sœurs, parce que c'est comme ça que ça marche. Alors c'est vrai qu'une des grosses parties du problème, c'est comment on arrête de se faire représenter par des gens qui ne nous ressemblent pas, voire même on peut aussi réfléchir à comment on arrête uniquement de se faire représenter. Parce que voilà, exercer sa souveraineté populaire, c'est pas simplement voter pour des gens en espérant que ça marche, en priant pour qu'enfin ils nous entendent. Et j'invite un peu à sortir de cette vision-là, et du coup sortir de la politique uniquement centrée sur les élections, parce qu'on est là toujours à attendre le prochain truc, on se dit alors là, peut-être que 2027 ça ira mieux, etc. On peut pas attendre tous les 5 ans que les choses s'arrangent, parce que oui, on peut, bien sûr que c'est une élection intéressante dont il faut se saisir et à ce moment-là essayer des trucs, mais la démocratie ça se résume pas à ça, ça peut pas se résumer à ça. Et d'ailleurs le fait que ça se résume à ça montre qu'on n'est pas en démocratie. Actuellement on n'est pas en démocratie. Et puis je vous ai entendu dans l'entrevue avec à Parole d'honneur, ouais. Et vous parliez du phénomène des personnes qui rentrent dans les institutions et qui, malgré leurs origines, sont perverties, corrompues par le milieu. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête sur l'histoire chat-souris. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des souris qui peuvent arriver et devenir des chats. C'est la magie des institutions bourgeoises. Il faut voir qu'un des types qui est actuellement les plus cruels, les deux types plus cruels socialement du gouvernement, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ont des origines populaires. Donc on peut dire que ce sont des souris. Pour autant, quelqu'un comme Olivier Dussopt, qui vient de milieu populaire, a fait ses armes au Parti Socialiste depuis ses 16 ans. C'est quelqu'un qui a appris toutes les magouilles et compromissions possibles. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, dès ses 20 ans, n'avait déjà plus d'idées, en fait. Hein, parce que faire de la politique intensément vous prive... en fait, vous savez plus pourquoi vous le faites au bout d'un moment, parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a tellement de nouvelles élections où il y a une histoire de strapontin, de machin et tout. Et moi, c'est vrai qu'on a eu un process milieu de près, du coup, en travaillant à l'Assemblée nationale comme collaborateur. J'ai vu comment l'institution vous transforme, ne serait-ce que géographiquement. On a quand même un gros problème en France. Tout ça est groupé à Paris, et pas n'importe quel Paris, le Paris bourgeois. Toutes ces institutions sont là-bas. Moi, je suis sensible aux lieux, aux ambiances, quoi. Et le Palais Bourbon, c'est un palais, en fait, de l'aristocratie, hein, à la base. L'Élysée, c'est pareil. Qui plus est, ce quartier est bardé de symboles napoléoniens. Vous avez des haines partout. Moi, je comprends pas. Pour moi, c'est un dictateur sanguinaire qui a entraîné la mort de centaines de milliers d'Européens pour des guerres absurdes. Et pourtant, vous évoluez dans ce décorum. Et le milieu politique est un milieu cruel. Les ordres de la République. Ouais. Voilà. Et les ordres de la République rendent fou. Moi, vraiment, je me dis en termes... Enfin, rendent fou. Rendent bourgeois. Moi, j'ai vu des gens... Je me souviens, j'avais envoyé une vidéo à mes parents, parce qu'ils n'y croyaient pas. Chaque séance de l'Assemblée nationale, donc il y a un palais où est le président ou la présidente actuellement de l'Assemblée nationale, et où soi-disant il y a les meilleures cuisines de la République. Enfin, pourquoi on paye pour ça? C'est absurde, ils pourraient aller au resto comme tout le monde, comme chercher une salade Sodebo, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi on doit dépenser de la thune là-dedans. Bon, première réflexion, mais ça, à la limite, qui bouffe bien. Et ensuite... Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, le palais, je ne sais plus quoi. Et en fait, il est collé au Palais Bourbon. Et entre, vous avez une magnifique galerie dorée. Alors, j'ai jamais vu autant d'or. C'est complètement écœurant. Vous êtes étouffé. Moi, vraiment, ça m'étouffait. Où se tient la galette des rois de l'Assemblée nationale chaque année. Bon, soit dit en passant, la meilleure galette des rois que j'ai jamais mangée de ma vie. Mais tellement grasse. Et vous avez ce couloir-là. Et en fait, à chaque séance ouverte par le ou la présidente de l'Assemblée nationale, vous avez une haie d'honneur formée par des gardes républicains en uniforme, enfin on se croirait dans une pièce de théâtre, quoi, avec sabre au clair, etc., un type qui balance des ordres, et le président ou la présidente traverse cette haie d'honneur pour se rendre au perchoir où il commence son truc. Et moi je me dis toujours comment on peut, même quand on a des idées saines, on vient d'un milieu populaire, ne pas devenir complètement
voilà, le niveau de melon, enfin ça brille. Moi je me dis, on peut passer dans une haie d'honneur et des gardes républicains, ça se trouve même moi. Je passe à la haie d'honneur et je vous dis, écoutez, tout ce que je vous ai dit dans Parasite, c'était faux. Vive la République, vive la France. C'était ça qui se passait. Donc là je vous prends l'exemple extrême, mais il y a plein d'autres choses. Quand vous devenez député, vous devenez patron, vous vous mettez à avoir 3 salariés, corvéable à merci, puisque le droit du travail des collaborateurs parlementaires, et c'est pas neutre, est un droit du travail qui n'existe pas. Donc en fait, ça rend les gens particulièrement affects. Alors moi, concrètement, j'avais des collègues qui se retrouvaient à aller acheter le cadeau de Noël de la fille de leur député, ou le député qui est là, ah j'ai mal à la tête, va me chercher un Doliprane, aller chercher la bouffe, aller chercher le machin, c'est des... C'est la secrétaire qui va faire le café. Bah oui, complètement. Et puis évidemment, tout ça est très genré, hein, là encore, hein, c'est-à-dire les collaboratrices parlementaires, et sans compter, et là, autre dimension, hein, on est dans un truc très patriarcal, sans compter le harcèlement sexuel constant dans cette institution, où les gens vivent en promiscuité, avec tout ce que ça implique, etc. Et je ne vous parle même pas de la consommation d'alcool, mais là, il faudrait que j'ai bu plus pour vous raconter ces trucs-là. Bon, la fin du livre, c'est un peu une pirouette, mais c'est une jolie pirouette. C'est une fable d'anticipation assez charmante. C'est pas une pirouette. Normalement... Ben, c'est-à-dire que, si, parce que, enfin, si, non, peut-être pas, mais les quelques remèdes que tu proposes. Alors là où moi ça m'a fait aussi beaucoup rire, c'est pas un livre de développement personnel, et ça nous tient beaucoup à cœur parce que moi je trouve que le développement personnel ça nous pourrit complètement. C'est un bouquin de développement collectif. Hein. Alors après il faut trouver des trucs pour que collectivement ça fonctionne, et c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que on est très marqué par les défaites collectives, et on se souvient pas. Alors là, on se souvient un petit peu du contrat jeune emploi, là, CPE, parce que on en avait besoin pour se soutenir le moral avec cette grève des retraites. Mais ça marche encore parce qu'il a été retiré après avoir été promulgué. Voilà, donc ça nous tenait un petit peu, mais c'est vrai qu'on oublie. On oublie les victoires et on se souvient des défaites, donc c'est dur de réembrayer. Donc la fin est charmante, moi j'ai trouvé. Bah en fait la fin elle est charmante parce qu'elle est crédible, vraiment. C'est pas... Alors, moi j'aime bien faire... C'est de l'anticipation, pas trop anticipée. C'est de l'anticipation, mais encore une fois, je pense qu'on est... pour moi, on avait un gros problème auparavant, c'était que globalement, la bourgeoisie arrivait à faire passer ses mythes et ses histoires et tout. Mais là, c'est plus le cas. Et la réforme des retraites, pour moi, c'est ça. C'est, quelle qu'en soit l'issue, c'est une victoire idéologique pour nous, parce que ça a mis à nu, quand même, le fait que la bourgeoisie est prête à tout pour faire passer les choses selon ses intérêts. Elle n'a plus que la force. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est incroyable. Macron va visiter le chantier de Notre-Dame à Paris. Ils doivent évacuer toute l'île de la Cité. Mettre des flics partout, surarmés. Elisabeth Borne va visiter un supermarché, c'était sans doute sa première fois de sa vie, pour en parler. Elle se fait courser. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus tranquilles nulle part. Le niveau de colère a atteint des niveaux... Et quelle qu'en soit l'issue, je veux dire quelle qu'en soit l'issue, évidemment qu'il faut continuer à se battre contre la réforme des retraites, il faut l'éliminer. Je sens que de toute façon, le moral reste fixe, les gens continuent de se battre et c'est admirable. Mais de toute façon, ce que ça a mis à jour, c'est très très important et c'est pas quelque chose qu'on oubliera de sitôt. Et de toute façon, il faut voir que dans notre histoire récente, la conflictualité sociale ne fait que se tendre. C'est-à-dire qu'on a des mouvements sociaux importants maintenant chaque année. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, chaque année il se passe un truc. Vous vous rendez compte, d'habitude leur tour de passe-passe c'est de nous dire « Oui, vous avez élu un président, maintenant foutez-nous la paix, on va s'occuper de tout ». Ça fait même pas un an qu'il est élu Macron. Donc ça ne marche plus. Ni la fiction de la démocratie bourgeoise ne marche, ni la fiction des entrepreneurs. Vous avez des gens qui vont bazarder maintenant des réunions de patrons. J'ai vu ça aujourd'hui à Saint-Nazaire. Des manifestants sont allés dans un dîner qui était donné. C'est super de faire ça. Donc moi je pense qu'on est dans une période qui a un très très fort potentiel. Il y a une prise de conscience très forte. Bon, pour moi, des livres, des magazines doivent y contribuer en donnant du cœur à l'ouvrage. Et pour moi, la récit d'anticipation de la fin, je pense que c'est quelque chose auquel on assistera. Vraiment. Je crois vraiment que la situation est de toute façon intenable. L'urgence écologique fait que de toute façon... parce qu'en fait, c'est des gens, ils tiennent sur l'efficacité. En gros, ils nous disent, certes, on vous oppresse, mais de toute façon, on fait quand même tourner les trucs. Là, ils ne font pas tout tourner les trucs. Leur politique crée des chaos insupportables. Et moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont... dans un courage admirable. Je pense toujours aux manifestants de Sainte-Soline sur ces méga-bassines,
des dizaines de milliers de personnes qui vont à une manifestation interdite où ils ont risqué leur vie concrètement, ça montre que les choses sont en train de changer. Et donc ce récit d'anticipation qui imagine ce que deviendrait une grande entreprise dont on taira le nom pour plus de suspense dans un changement rapide de système économique, pour moi est important aussi parce qu'il faut aussi s'imaginer que là le contexte est très porteur. Et maintenant, il faut imaginer à quoi ressemblerait cette société-là, à quoi on veut qu'elle ressemble. Et jusqu'à présent, on se refuse un peu de l'imaginer parce que comme on est dans ce pessimisme, on se dit « je veux pas trop me faire du mal si ça ne se passe pas ». Ben moi, je pense qu'il faut y aller parce que c'est ça qui va aussi donner envie aux gens, c'est d'imaginer à quoi ça ressemblerait. Voilà. Et puis que sans espoir, il n'y a pas d'action non plus. Bah voilà, l'espoir c'est très très important. L'optimisme, c'est pas de la naïveté, c'est du pragmatisme en fait. Ouais, Voilà. Et la crainte est quelque part, parce que là, il y a l'extrême droite qui pointe son nez. Et plus que ça. Là, oui, plus que ça. Et là, parce que là, on est effectivement une d'utopie, j'imagine.